Bon, bah écoutez, merci de me recevoir avec mon petit robot. Comme j'ai paraît-il que 18 minutes, je vais mettre en route mon commentaire. Et donc, notre ami Augustin m'a demandé de vous faire un petit topo. Donc d'abord, je m'excuse de ne pas être présent, mais comme j'ai eu une amputation de jambe, j'ai quand même un genou électronique avec port USB et Bluetooth intégré, mais bon, j'ai préféré rester chez moi, c'est pas quand même très facile de se balader. Et donc je vais vous faire un petit topo, j'espère 18 minutes, sur ce que j'entends par le futur 2.0. Alors en fait, pourquoi le 2.0? Vous avez probablement déjà entendu parler de cette expression. Comme vous vous souvenez, quand Microsoft a sorti son logiciel Word, c'était la version 1. Ensuite, ils ont fait des améliorations, ils ont corrigé les bugs, ils ont fait la version 2. En 2004, un éditeur de bouquins informatiques américain qui s'appelle Tim O'Reilly, pour la première fois, a utilisé l'expression Web 2.0. Pourquoi? C'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'avant la bulle, on faisait des Web 1.0, des Web paquettes, et après la bulle sont arrivés de nouveaux outils, comme les blogs, comme les réseaux sociaux dont on vous a parlé, comme les robots, etc. Et donc, il a parlé de Web 2.0. Toujours par analogie, certains commencent à appeler des secteurs d'activité économique 1.0, 2.0. Le 1.0, c'est traditionnel. On parle maintenant de finance 2.0, d'immobilier 2.0, d'éducation 2.0, etc. Donc en fait, on est en train d'assister, sans qu'on s'en doute un peu, à une transformation du système économique, avec très probablement une désintermédiation des acteurs traditionnels remplacés par des acteurs 2.0 que vous connaissez probablement un peu tous. Donc en fait, ce que je vais vous faire là, je ne vais pas vous parler de tout ça, je vais vous parler du futur 2.0, c'est-à-dire que le futur que l'on peut appréhender dans les mois et années à venir ne va pas être une continuation linéaire du futur que l'on a connu. L'être humain va probablement, l'humanité va probablement vers une grande cassure. Il y a un gros problème en fonction des générations existantes actuellement sur cette Terre. En gros, la date butoir, la date de changement, c'est 1980. C'est-à-dire ceux qui, dans cette salle, sont nés avant 1980, c'est en gros des 1.0. C'est-à-dire qu'ils ont connu les usages des technologies traditionnelles que sont le hertzien, la télécommande, le print, les écoles, les magasins, etc., en dur, etc. Et après 1980, ceux qui sont arrivés sur cette terre ont connu d'autres usages, puisque dans leur version, en gros, ils avaient un ordinateur et un accès à Internet. Et mon petit-fils, par exemple, qui a 5 ans aujourd'hui, lui, il est sur l'iPad, et c'est lui qui, à 5 ans, forme ma femme sur l'utilisation de ce truc, et donc la forme aux usages que permet ce genre d'outil. Alors, d'abord, une petite histoire de l'humanité. Comme vous savez probablement, nous sommes sur cette terre, enfin les Homo sapiens, c'est comme ça qu'on s'appelle, nous sommes d'une espèce, il y avait plusieurs espèces d'hominidés sur cette terre, et nous sommes la seule qui est restée. Et donc nous sommes arrivés, d'après les scientifiques naturellement, nous sommes arrivés sur on est apparu sur cette terre il y a environ 100 000 ans, 150 000 ans en Afrique de l'Est, et puis bien pour des raisons diverses, nous nous sommes répandus sur toute cette terre, nous avons entre guillemets conquis la terre, c'est pour ça qu'il y a des Homo sapiens à Nantes. Donc au cours des âges, on a fait beaucoup de choses, mais on s'est surtout tapé sur la gueule. 1515, tout le monde se souvient, vous avez pris ça à l'école, Charles Martel a battu les Iroquois à Sébastopol, etc. Donc ça, c'est l'écume des jours. À part de ça, il ne s'est rien passé, sauf, slide suivant, deux grandes ruptures technologiques qui sont arrivées. Eh bien d'abord, la révolution agricole qui a eu lieu très probablement il y a 10 000 ans dans le croissant fertile, c'est-à-dire dans le Proche-Orient, l'Iran, actuellement, et la révolution industrielle, la deuxième grande révolution des êtres humains, qui a démarré il y a à peu près 200-250 ans en Angleterre. Donc entre les premières et la deuxième révolution, en gros, j'arrive pas à lire ce que j'écris, j'aurais dû... entre la première et la deuxième, il ne s'est rien passé, sauf quelque chose d'extrêmement important. Un dénommé Bill Gutenberg invente l'imprimerie, ce qui a permis de démarrer la société de l'information chez les êtres humains. Et malgré ce que l'on peut croire, parce que la plupart des gens ne sont pas très informés, eh bien la troisième grande révolution des êtres humains
démarre. Elle n'a pas encore de nom, mais je vais vous expliquer en gros comment moi je vois les choses. Slide suivant, Augustin. Alors, quelles sont d'abord les causes de ces révolutions? Eh bien, l'être humain, même s'il n'a pas fait l'école des mines de Nantes, est quelqu'un qui est extrêmement évolué, parce qu'il a environ 100 milliards de neurones dans la tête, et c'est des cas qui, a priori, cherchent des choses, cherchent des outils, met en place des outils, hein, le silex taillé jusqu'à la bombe atomique, en passant par tout un tas de trucs. Et alors, des outils, on est passé à la technologie, de la technologie, on est passé à la science, et il y a des boucles de rétro-réaction qui se mettent en place. Et tout ça, et donc en fait, nous sommes à la tête aujourd'hui d'un savoir absolument incroyable, et tout ce savoir accumulé au cours des années et des siècles se trouve aujourd'hui sur Internet. Et tout cela s'est mis en place dans un contexte d'énergie peu chère. Parce que si l'énergie en valeur relative par rapport au reste est très chère, il n'y a pas de développement. Et ces énergies peu chères ont été possibles, ont été quoi? Bien, pour la révolution agricole, c'était l'esclavage. J'estime que sur cette terre, jusqu'à l'interdiction de l'esclavage en 1848, il y a probablement il y a eu sur cette terre environ, disent les démographes américains, environ 110 milliards d'êtres humains. Sur ces 110 milliards d'êtres humains, y compris nous aujourd'hui, eh bien, il y a eu probablement entre 20 et 25 milliards d'esclaves. Et c'est ça qui a permis, en fait, le décollage des sociétés agricoles et de l'élevage. Alors, maintenant, pour la deuxième révolution, bien, ça a été les énergies fossiles, le charbon, le pétrole, etc., qui ont joué le rôle des esclaves, entre guillemets, et tout ça a entraîné, dans le cadre de ce développement, des usages complètement différents par génération. Avec quand même tout le temps derrière la tête, c'est que, quelle que soit la société humaine dans l'histoire, il y a toujours eu un problème de répartition de la valeur ajoutée créée par tous ces outils et ces êtres humains. Il y a toujours eu des gens qui veulent en mettre plus dans leur poche que les autres. Slide suivant. Alors, à chaque révolution, eh bien, je ne vois pas à chaque révolution. Ah oui, chaque révolution, pardon, a permis de créer en masse des produits et des services. Pour la révolution 1.0, bien, ça a été les gens, nos aïeux avaient à côté d'eux leur garde-manger, en gros, hein, ils avaient leur champ, ils pouvaient cultiver du blé, ils avaient leur bétail, donc ils avaient une espèce de garde-manger à domicile, donc ils ont pu créer en fait des protéines en masse, et on a commencé à observer de façon extrêmement réduite au départ une augmentation de la population qui au fur et à mesure du temps est devenue exponentielle il y a moins de 100 à 200 ans et qui aujourd'hui, bien, on va frôler d'ici quelques années environ 10 milliards de biologiques sur cette terre. La révolution industrielle, elle, a permis de créer en masse des produits et des services avec la loi du rendement de croissance, qui fait que vous avez tous, je ne sais pas, on a des WC à l'intérieur de votre école, vous avez pu aller dans la cabane au fond du jardin, etc. etc. Et à chaque fois, il y a eu un changement d'organisation politique, sociale, économique. Avec toujours, comme je disais tout à l'heure, le problème non sinon de la répartition de la valeur ajoutée. On vient de le voir avec l'affaire Free aujourd'hui, où Free accuse les trois grands delcos de la mobilité de s'être mis beaucoup d'argent dans leur poche, au détriment des gens normaux. Slide suivant, mon cher Augustin. Alors, quelles sont les causes de cette troisième révolution? Il me reste 9 minutes. Eh bien, en gros, il y en a 4, et ces causes vont converger l'une vers l'autre. La première, ce sont les nanotechnologies. La deuxième, c'est les robots humanoïdes. La troisième, c'est tout ce qui est la biologie synthétique. Ça, c'est absolument dramatique au sens américain du terme. Et la quatrième, c'est tout ce qui est green tech. Alors, on va passer en revue ces quatre groupes de technologies qui sont plutôt disjoints aujourd'hui, l'une derrière l'autre. Alors, ce que m'a dit Augustin, c'est que dans mes slides, j'avais mis des liens, mais ces liens ne sont pas opérationnels chez vous. Je dois dire aux dirigeants de cette école que vous n'avez pas beaucoup de débit et qu'il faudrait quand même y remédier, si je puis me permettre. C'est une nanotechnologie qui est
qu'il y a un début de révolution là, quasiment. Bon, les nanotechnologies, je suppose qu'à l'école des mines, vous devez étudier ça et que vous êtes beaucoup plus évolué que moi dans ces domaines-là. En gros, jusqu'à présent, l'être humain a pris des grandes masses de matière, il a appliqué dessus des processus, et avec ces processus, il a obtenu des biens et des services. Je vais vous prendre un exemple, vous avez peut-être devant vous des feuilles de papier, format 21-29-7. Alors pour avoir ce papier, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a simplement coupé des arbres, on les a mis dans des usines de pâte à papier, on a appliqué là-dessus des processus industriels, donc il a fallu beaucoup d'argent, vous les banques, ça a créé beaucoup de pollution, d'où les problèmes environnementaux, etc., etc. Et vous avez votre feuille de papier que vous avez acheté je ne sais où et qui vous coûte pas très cher. Qu'est-ce qu'on a fait dans ce processus? Eh bien, on a simplement pris les atomes de carbone qui sont dans la cellulose du bois et on les a mis dans la page de papier. Une page de papier format 21-29-7 fait, au dire des scientifiques, environ 13 milliards d'atomes de carbone. Alors vous allez me dire, certes, mais ça nous avance à quoi? Surtout si on assemble, si on ne peut pas assembler rapidement ces atomes l'un avec l'autre, il nous faudra des milliards d'années pour créer une page. Eh bien, figurez-vous que les scientifiques dans ces domaines-là sont en train de réfléchir à la mise sur pied de machines nanométriques. Donc le nanomètre, c'est pas vous que je le dis, c'est 10 puissance moins 9 mètres, pour créer des tas de trucs divers et variés. Donc en fait, de base de matière, on va faire du bottom-up, c'est-à-dire on va partir des atomes pour fabriquer des tas de trucs. Donc ceci va avoir des impacts non négligeables sur les processus industriels traditionnels, sur la médecine, sur tout un tas dans le textile, etc. Page suivante, Augustin. C'est les liens, oui. Alors, là, les liens, non, laissez les liens, je vais dire un bon, revenez. Voilà. Celui qui a le premier évoqué tout ça, il s'appelle Richard Feynman, physicien américain, qui est décédé aujourd'hui, prix Nobel de physique en 1965, et qui a fait un discours tout à fait remarquable en 1959 au Caltech en Silicon Valley. Titre du discours, il y a plein de places tout en bas. En gros, il y a plein de places dans les atomes. Effectivement, ce monsieur a décrit ce qui pourrait se passer. Par exemple, on pourrait mettre tout le savoir humain d'aujourd'hui dans un cube de 1 mm de côté. Tout le savoir humain pourrait être là-dedans. Donc en fait, vous mettez ce truc-là dans votre cerveau, vous le connectez à ce qu'il faut, et vous avez Google Insight. Donc vous avez des machines moléculaires, vous avez toute une définition sur Wikipédia. Alors tous mes slides sont disponibles, Augustin vous le dira, et donc les liens, a priori, ils sont aussi sur SlideShare, les liens sont effectifs, donc vous pourrez aller voir un peu tout ça. Slide suivant. Alors le robot, alors là c'est tout à fait impressionnant, d'abord parce que je suis dans un robot dit de téléprésence, hein, de gauche taille. En France, à mon avis, il n'y a que celui-là, mais il y en a d'autres dans le monde, de robots de téléprésence. Le gars de gauche taille qui est là vous pourra vous dire en gros à quoi ça peut servir, et vous pouvez vous en rendre compte, puisque je suis chez vous sans être chez vous. Alors en fait, les robots humanoïdes, ça a démarré au Japon. Le Japon avait un gros problème. Moi, je les avais vus en 1995 au MITI à Tokyo, et un professeur japonais, vous savez, les Japonais, ça rigole pas souvent, c'est comme les énarques en France, il avait dit la chose suivante. La population du Japon se stabilise et même diminue. Par contre, à l'intérieur de cette population, la sous-population du 3e et surtout du 4e âge, compte tenu des progrès médicaux, augmente. Le problème, c'est que ces braves gens, ils ne sont pas forcément en bon état. La question est comment on fait pour gérer ce 3e et ce 4e âge. Deux solutions. Un, d'abord, fibrer l'ensemble du pays. C'est-à-dire, ils ont mis en place de la fibre optique. Ils ont remplacé le fil de cuivre du téléphone par de la fibre optique. Pour offrir, aujourd'hui, vous avez probablement 30% des foyers japonais qui sont reliés à une fibre, à 100 mégabits symétriques. Je dis ça comme ça. Et un opérateur vient d'ouvrir le 1 giga symétrique. Vous voyez qu'en France, on est quand même un peu loin de tout ça. Mais enfin, on fait du bon pinard quand même. Deuxième chose qu'ils ont fait, les Japonais, c'est qu'ils se sont dit, notre population est en train de diminuer, on ne veut pas importer des infirmières espagnols, on veut rester entre nous. Donc comment fait-on pour soigner le papier et l'ami? Eh bien, on fait des robots humanoïdes. Et le premier à avoir fait ça, c'est Honda, avec son Asimo. Vous avez des tonnes de vidéos sur YouTube sur Asimo.
Et on va commencer à décliner la technologie de la bipédie robotique, parce que le bipède marche et court, donc ils ont résolu ce truc-là, dans des walking devices, dont certains d'ailleurs me seraient extrêmement utiles. Donc voilà pour les Japonais. Vous verrez aussi aux États-Unis, il y a toute une industrie de la robotique humanoïde et soldatesque, si je puis dire, qui démarre. La Silicon Valley du robot aux États-Unis, c'est la Boston Area. Et vous verrez les produits d'une boîte qui s'appelle Boston Dynamics. Vous rencontrez ce robot le soir en rentrant chez vous, eh ben, vous avez peur. Eux, ils ont résolu la quadriplégie, et ce robot qui s'appelle le Big Dog permet de balader tout le barda des soldats américains. Alors la question qui se pose est la suivante. C'est est-ce que dans les années à venir, les patrons vont remplacer des êtres humains par des robots humanoïdes qui vont pouvoir faire leur boulot. Alors, est-ce que c'est possible? La réponse est oui. En tout cas, une société taïwanaise et chinoise qui s'appelle Foxconn a déclaré en août dernier, cette société, c'est elle qui assemble les produits d'Apple, l'iPad, l'iPhone, etc. Elle emploie dans le mainland, c'est-à-dire en Chine, elle emploie 1,2 million de biologistes, d'êtres humains, avec des tas de problèmes de suicide et autres. Et le patron de cette société a décidé de mettre à pied 500 000 travailleurs et de les remplacer par 1 million de robots. Alors on ne sait pas si ces robots seront des humanoïdes à bipèdes qui pourront se déplacer, ou si ce sont des robots que l'on fixe sur une table pour assembler les produits d'Apple. Alors la question en France, par exemple, personne ne se pose la question. À la rigueur, tout le monde s'en fout, et comme nous sommes dans une civilisation judéo-chrétienne, on croit que l'être humain est le summum de la création, ce qui est probablement vrai, mais si vous écoutez certains scientifiques, on va peut-être passer à la page suivante. Certains scientifiques comme Hans Moravec, je ne sais pas si je l'ai mis là. Oui, Hans Moravec, vous le trouvez, c'est un chercheur scientifique à Carnegie Mellon à Pittsburgh. Hans Moravec a fait des études qui montrent que on peut comparer l'intelligence humaine, entre guillemets, à une intelligence de type intelligence artificielle d'un robot. Donc il a fait des comparaisons entre les deux. Et il pense que aujourd'hui, pour 1 000 $ 97, vous pouvez avoir une CPU qui a l'intelligence d'une fourmi ou d'une araignée. Une fourmi, c'est 150 000 neurones, et il pense que dans 30 ans, comme la loi de Moore, du fait des nanotechnologies, va aller encore plus rapide que ce qui était prévu par M. Moore, et bien il pense que dans 30 ans, vous allez avoir des robots qui seront aussi intelligents que l'être humain, voire plus. Alors naturellement, quand je dis ça dans mes conférences, la plupart des gens rigolent, mais j'allais dire, moi je n'invente rien, c'est ce qui se passe en ce moment. Autre slide, mon cher Augustin. J'ai dépassé mon temps. Le Green Tech. Bon, alors pour le Green Tech, vous avez vu, les Français se réveillent, on va mettre des éoliennes dans toute la Manche, etc. Après les autres peuplades de cette terre. Mais j'allais dire, c'est pas là où est le problème. Le problème, l'innovation dans ces domaines va être le fait qu'on va pouvoir copier la photosynthèse des plantes. Vous savez que les plantes sont beaucoup plus intelligentes que nous et récupèrent une partie extrêmement importante de la puissance, entre guillemets, du soleil, et qu'ils n'ont pas besoin de réseaux de type électrique pour se transporter cette énergie. Et donc vous avez une start-up du MIT, une spin-off du MIT, dans lequel le groupe Tata indien vient de mettre beaucoup d'argent, qui démarre la copie de la photosynthèse des feuilles des arbres. Cette boîte, je crois, s'appelle Sun Catalyst. Mais vous avez les liens sur mon blog. En gros, voilà ce que l'on peut dire sur le Green Tech. Slide suivant. Bon, là, vous irez voir. Vous avez naturellement Google qui est aussi là-dedans avec nanosolaire, etc. E-fuel aussi, c'est marrant, tout plein e-fuel. Dernier point, biologie synthétique. Alors là, c'est très impressionnant. Vous n'en avez pas probablement conscience, mais vous avez un operating system. Cet operating system,
Augustin, qui est un type tout à fait balèze, doit faire environ 100 milliards de millions de cellules, et dans chacune de ces cellules, il a un noyau, et ce noyau contient 23 paires de chromosomes, qui est son operating system. Son operating system est un système à base 4, qui est basé sur des éléments chimiques, ATCG, etc. Et c'est une organisation de séquencement de ces bases qui fait qu'il a les yeux bleus ou les yeux noirs. Et c'est la transposition de ces gènes, parce que naturellement ces cellules se dupliquent, qui de temps en temps se trompent, et c'est pour ça qu'il y a des maladies diverses et variées au niveau génétique, ou qui sont transmises par la sexualité chez les êtres humains. Donc aujourd'hui, on en est où dans ce domaine? Eh bien, figurez-vous qu'on a séquencé complètement le génome humain, tout au moins certains génomes. Ceci a été fait en 2003 par un type qui s'appelle Greg Bender. Il a séquencé son génome, ça lui a pris 1 an à peu près, ça a coûté des millions de dollars. Et aujourd'hui, vers 2015, vous allez pouvoir vous-même séquencer votre propre génome avec des séquenceurs électroménagers que vous pouvez acheter chez Darty ou chez eBay, parce que figurez-vous qu'en France, vous savez qu'en France, on est le seul pays à avoir dans notre constitution le principe de précaution, et on a un comité d'éthique qui vous interdit, vous, simple Gaulois de base, parce que vous n'êtes pas maître de votre destin dans ce pays, vous interdit de faire votre séquencement génomique. Vous êtes passible d'une amende de 15 000 € et vous êtes passible d'un an de prison. Cela étant, il est probable que tout ça va se mettre sur pied. Vous avez des gens en France. Alors vous allez me dire à quoi ça sert le génome? C'est très simple. D'abord, vous avez des gens qui commencent à mettre leur structure génomique en réseau social. Comme ça, vous pouvez voir si vous, dans votre génotype, quel est l'être humain qui a vécu le plus célèbre, par exemple. Moi, j'en ai un, mais je ne vous dirai pas qui, parce que vous allez foutre de ma part. Ensuite, vous avez la possibilité vous allez pouvoir, grâce à une équipe de recherche française qui est partie à San Diego aux US, parce qu'en France, ce n'est pas possible, qui va vous permettre, sur votre iPhone, d'avoir une explication, une interface de votre propre génome. Alors tout ça, pourquoi faire, outre les réseaux sociaux? Eh bien, c'est pour faire de la médecine préventive. Et donc, pour vous donner des probabilités plus ou moins fortes de maladies cardiovasculaires, etc. Voilà pour la biologie synthétique. Augustin on peut changer de... Bon, là, vous avez 23 et moi qui est plus connu, etc., etc. Slide suivant, et je vais m'arrêter là. Donc, on va probablement vers une 3e révolution. Après la révolution agricole, la révolution industrielle, on va vers une autre révolution. On ne sait pas du tout où on va, d'ailleurs, avec la convergence des robots, des nanos, des énergies, du green et des bio. Donc, on va avoir probablement des êtres humains augmentés. Par exemple, moi, je suis un être humain légèrement augmenté, avec mon genou électronique à port USB. Dans lequel j'ai surpris la dernière fois mon petit-fils en train d'y loger ses MP3. Vous aurez aussi des êtres humains, des robots sapiens très intelligents. Et la ville d'Osaka, que j'ai visitée en 2005, veut devenir la capitale mondiale du robot humanoïde. Et sur le fronton de l'université du Kansai, il est marqué en japonais, mais je vais vous dire en français. En 2050, notre équipe de Robo Sapiens battra au football la meilleure équipe d'Homo Sapiens. Tout ça sans se taper sur la gueule. Voilà, si vous voulez, un peu ce que je vais vous dire. J'ai dépassé mon temps, excusez-moi, et comme il n'y avait pas de sonnette, je ne me suis pas arrêté. Voilà, eh bien écoutez, bonne chance dans le futur 2.0.